nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. Au détour d'une conférence de presse à son siège à Cotonou, les mandataires du parti Union progressiste UP ont réfuté les propos tenus par certains membres des démocrates lors du dépôt des déclarations de candidature à l'élection présidentielle d'avril prochain. À suivre dans un instant. À l'occasion de son 3e anniversaire, l'école d'initiation théologique et pastorale EITP a organisé la 2e édition de la Foire de la Solidarité du 6 au 7 février dernier. La célébration a été marquée par une messe d'action de grâce le dimanche dernier. Vous suivrez dans cette édition Armand Ganset, directeur général de la SOGEMA, qui explique le motif du communiqué relatif à une nouvelle attribution des espaces marchands. Bonsoir si vous nous recevez. L'Union progressiste a réagi aux allégations de confiscation des formulaires de parrainage des élus membres de la majorité présidentielle. À l'occasion d'une conférence de presse le samedi dernier à son siège à Cotonou, les mandataires du parti ont contredit les propos tenus par certains membres des démocrates lors du dépôt des déclarations de candidature à l'élection présidentielle d'avril prochain. Suivez les explications de Lazare Serruito, le secrétaire national chargé des relations avec les structures de base de l'UP. Le parrainage n'est pas portable, il est quérable. Nous n'allons pas porter aux gens les parrainages, ils viennent chercher. Il y a une candidate qui a dit avoir parlé avec les candidats et que c'est les partis qui ont confisqué les formulaires. Je pense que lorsque quelqu'un inaugure son entrée dans une telle arène comme on appelle candidature présidentielle par des contre-vérités, il vaut mieux prier pour cette personne-là, pour que le jour ou un jour où elle sera au poste, qu'elle ne nous dirige pas par des contre-vérités. C'est faux. Il y a un deuxième du même parti qui a dit que eux, de toute façon, ils n'iront pas chercher. Même si on leur en donne. Moi, j'ai entendu sur Frisson Radio un troisième, Eugène Azatassou, qui n'est pas des moindres. Et il dit, nous irons déposer le dossier sans parrainage. Ainsi, nos militants sauraient que c'est les réformes qui ont fait qu'ils n'ont pas eu droit à leur candidat. Ça veut dire que les camarades de ce parti ne veulent pas aller aux élections. Ils ne sont pas prêts. Je voudrais attirer l'attention de vous autres amis journalistes sur le fait que si vous voyez des gens se battre pour que notre pays s'améliore, que le système s'améliore, et qu'il y a une partie de la classe politique, dans un premier temps, vote une loi, dans un second temps, refuse de s'y conformer. On cherche des arrangements pour leur permettre d'aller aux élections législatives. Ils refusent. On va au communal. Même chose. On veut aller au présidentiel. Même chose. Cela signifie qu'ils ont certainement un autre plan. Et personne n'est plus béninois que nous. C'est à vous, journalistes, d'attirer l'attention des uns et des autres sur le comportement politique de chacun des partis
sur le comportement politique des hommes politiques qu'il y a dans le pays, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Les mandataires de l'UP se sont également prononcés sur d'autres sujets de l'actualité politique nationale. Il s'agit entre autres du choix de Mariam Chabi Talata comme colistière du président Patrice Talon et de l'appartenance de ce dernier à l'Union progressiste. La secrétaire nationale adjointe chargée de l'administration, Christelle Roudonoubo, et la députée Sedami Médégan ont levé toute équivoque sur ces deux sujets. C'est vrai qu'au niveau de l'Union progressiste, avec les BR, chacun en son sein a procédé à la désignation de son candidat à la candidature. Nous l'avions fait à l'Union progressiste, le BR l'a fait. Dans les discussions, et comme l'a dit le président Amoussou, chez nous, nous sommes dans le système partisan. Nous sommes entrés en discussion avec nos amis du BR autour d'une table. Le système partisan n'étant pas le système amical, nous n'avons pas pu dégager en notre sein un candidat à la candidature. Et donc, il s'impose à nous que nous puissions trouver la bonne personne qui puisse être la colistière, je dis la bonne personne qui puisse être la colistière donc du président Talon. Et un élément à jouer, un élément qui est quand même fondamental et dans le développement liminaire du ministre, le ministre a parlé du genre et a dit qu'à partir de maintenant, et même en 2023 et peut-être même en 2026, que vous verrez ces changements au niveau donc de l'Union progressiste. Le critère qui a prévalu, c'est le genre. Et en matière de genre, une proposition a été soumise aux deux partis politiques. Et donc, les staffs de ces deux partis politiques, unanimement, ont validé cette proposition. Et donc, c'est la proposition de Mme Talata. Et donc, vous devez comprendre, et vous l'avez constaté avec nous, que quelques heures après, les deux partis ont pris la décision. Au niveau de l'Union progressiste, un document officiel a été signé par le président du parti pour confirmer que c'est Mme Talata qui est désignée colistière. Et au niveau du BR, un communiqué a été passé pour le préciser. Et donc, nous allons conclure en disant que le choix de Talata n'a pas été un choix imposé au BR et à l'UP, mais ça a été une proposition validée par les deux partis. Sur la question de l'appartenance du président Patrice Talon à l'Union progressiste, lorsque vous suivez la réponse de la camarade Christelle Roudonoubo, vous constatez que les deux partis ont unanimement pris la décision de soutenir le duo du président Patrice Talon et de la candidate à la vice-présidence Mariam Chabi Talata. À la dernière étape de désignation de candidature, les deux partis politiques représentés par leur présidium étaient assis et une fois que la proposition de nom de la camarade a été soumise à eux par le président de la République, tous les participants, les membres du présidium des deux partis ont validé unanimement cette proposition. Ça veut dire que c'est une proposition qui est portée par les deux partis et cela ne donne à aucun parti le droit de revendiquer l'appartenance du président Talon à son parti ou pas. Le président Talon a fait un choix lié aux compétences et aux différentes qualités de la candidate à la vice-présidente. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas revendiquer que le président Talon est progressiste et nous n'avons même pas cette prétention-là. Moins de 24 heures après l'agression par balle dont a été victime l'ancien ministre Galio Soglo, les réactions s'enchaînent du côté des partis politiques, de l'opposition et de la mouvance. L'Union progressiste UP, à la faveur d'une conférence de presse animée ce samedi 6 février 2021 à son siège, la formation politique dirigée par Bruno Amoussou s'est prononcée sur les récents cas d'agression commis sur des personnalités ces derniers temps au Bénin. De tels événements en cette période électorale revêtent à nos yeux une telle gravité que nous nous serons évoqués, a déclaré l'ancien ministre du Commerce Lazare Serruiton. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro de Larios Adjabeno et d'Abdelkader Achiro. C'est une série d'agressions sur des personnalités bien connues
dont par exemple l'artiste Oluwakemi, mais aussi ce qu'il convient d'appeler la fusillade essuyée par le véhicule du ministre Ganiou Soglo. De tels événements en cette période préélectorale revêtent à nos yeux une gravité que nous ne saurions ne pas évoquer. Non pas principalement pour l'un des cas en vue d'en tirer des conclusions d'une enquête que nous n'avons pas encore menée, non pas pour crier au terrorisme politique ou à la tentative d'assassinat, comme le font déjà ceux qui ont développé ici et ailleurs de la proximité avec des actes crapuleux et les crimes politiques. C'est vrai que certains ont besoin de rites expiatoires, tant ils sont hantés par les victimes de ces crimes sordides. L'Union progressiste voudrait plutôt souhaiter très vivement que le gouvernement et ses services engagent les diligences nécessaires afin d'identifier les tenants et les aboutissants de ces événements et que leurs auteurs soient sanctionnés. Nous souhaitons en outre à nos compatriotes Oluwakemi, Ganiou Soglo et autres un prompt rétablissement. Restons avec Lazare Ruetor qui, au cours de cette conférence de presse, a tenu à éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur l'essence de la réforme du système partisan. Suivez plutôt. En réalité, quel parti politique, quelle force politique, quelle personnalité politique ayant un minimum d'envergure qui existait avant la loi continue aujourd'hui de refuser de s'y conformer? Il faut le dire, presque tout le monde s'est conformé. Donc, nous avons fait de grands pas. Et c'est à l'honneur de notre pays, c'est à l'honneur de sa classe politique, c'est un premier pas dans la bonne direction. Mais à quel prix? L'Union progressiste pense que nous aurions pu nous épargner et épargner à notre peuple les tensions, les douleurs, les pertes, si c'était pour finir par tous se conformer à ce que certains s'étaient refusés de faire. Même les derniers événements, les dernières heures relatives au dépôt à la Sénat des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021 nous semblent relever des difficultés inhérentes à la marche de notre système politique vers plus de rationalité, vers plus de rentabilité interne, vers plus d'efficacité. L'Union progressiste et toutes les forces politiques qui l'ont constituée peuvent se réjouir d'avoir emprunté ce chemin beaucoup plus tôt que d'autres. Nous pouvons vous attester que cette marche n'a jamais été simple. Les tiraillements, les retournements de situation, les renonciations aux engagements généreusement pris, les trahisons, nous avons connu tout cela. C'est pourquoi nous encourageons les femmes et les hommes qui ont cru et qui croient encore que le salut de notre pays, de notre peuple, tient d'abord et avant tout à l'émergence de grands et véritables partis capables de cristalliser les aspirations profondes de notre peuple et de sa jeunesse. Ces hommes et ces femmes existent dans nos rangs. Ils existent aussi dans chacun des partis politiques
présents sur l'échiquier politique, aujourd'hui, ils doivent continuer le combat. Comme on a l'habitude de le dire, le meilleur reste à venir. La consolidation et une meilleure efficacité de notre démocratie, le développement du Bénin dépendent de la capacité des personnes de bonne volonté à garder le cap et à avancer malgré les difficultés. Le Bénin doit quitter l'exception de l'inconscience joyeuse. Les pays qui ont avancé, les pays qui veulent avancer, ont dû affronter des épreuves complexes et parfois douloureuses. Le Bénin n'invente rien. Le Bénin a peut-être démarré plus tôt que certains pays africains et plus tard que d'autres peuples dans le monde. C'est pourquoi l'Union progressiste réaffirme sa conviction que le principe du parrainage est bel et bien un instrument démocratique. Faut-il rappeler que la plupart des constitutionnalistes connus dans notre pays ont recommandé ce même parrainage dans un passé qui n'est pourtant pas si lointain, avant que la soif de la facilité ne s'empare de quelques-uns d'entre eux. Qui peut oublier, par exemple, le rapport de la commission Nyonon-Fou, au sein de laquelle la plupart d'entre eux ont siégé? À l'occasion de son 3e anniversaire, l'école d'initiation théologique et pastorale a organisé la 2e édition de la foi de la solidarité du 6 au 7 février dernier. La célébration a été marquée par une messe d'action de grâce le dimanche dernier. Ceci après une communication sur le christianisme et la société, assurée par le père Clément Sobaquin, prieur du monastère du Kokoubou. Je vous invite à suivre un extrait des propos tenus par le directeur de l'EITP à la fin de la célébration eucharistique. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Ce qui commence là sans bruit, il y a déjà 3 belles années. Le chiffre 3 qui exprime la perfection nous engage à y tendre. Le chiffre 3 qui exprime la Trinité nous engage à nous structurer comme foyer, unis dans la diversité, sur lequel quelque chose peut se construire. Nos souvenirs sont actions de grâce, et je ne pourrais oublier toutes celles et tous ceux que le Seigneur a placés sur nos chemins d'Emmaüs, comme bons samaritains, Simon de Cyrène, Véronique, Marthe, Marie au pied de la croix et au pied de Jésus. Merci Seigneur de les bénir, tous et toutes, à la mesure, sans mesure de ton amour. Au regard du peu que nous avons pu faire ensemble, merci Seigneur de nous indiquer, par tes infinies délicatesses, à partir des limites de nos œuvres humaines, l'horizon vers lequel nous devons tendre, les efforts de correspondance à ton œuvre que nous devons accomplir en cette société où tu nous places. Après ces 3 années, nous sommes appelés à laisser davantage l'amour de Dieu déterminer nos vies, trop souvent peut-être à notre insu, marqués par l'esprit du monde. Après ces 3 ans, nous sommes appelés à savoir et à pouvoir nous engager ensemble, les uns avec les autres et pour les autres, en pariant sur l'essentiel, mus par une motion intérieure, sans que cela ne soit du fait de quelqu'un. Ne nous engageons pas pour quelqu'un, nous nous engageons parce que quelque chose nous porte de l'intérieur. Après ces 3 années, nous sommes appelés à savoir travailler ensemble, comme le Père et le Fils et l'Esprit Saint, à savoir fonctionner en équipe, encordés comme les pêcheurs qui ont besoin les uns des autres. Ces 3 enjeux se déclinent ainsi: amour de Dieu, engagement dans l'histoire, travail d'équipe. Cela demandera du temps et du don du choix. Dieu nous y aide.
l'année dernière, en célébrant notre 2e anniversaire, nous baptisions la première promotion du nom de Monseigneur Isidore de Souza, une icône du don de soi, un prophète dont l'engagement historique interpelle encore notre temps. Vous vous souvenez de l'initiative de la Journée nationale de réconciliation qu'il avait lancée le 2 février 1991, il y a de cela 30 ans. Ce n'est pas à moi de vous dire aujourd'hui comment cette parole et ce cadre prophétique sont on ne peut plus actuels et urgents dans notre pays. Que la première promotion n'oublie donc pas cet engagement. Et d'ailleurs, nous tous, aujourd'hui, nous voudrions bien offrir un nom à la 2e promotion. Ce nom est celui d'un saint qui a révolutionné l'histoire de l'humanité par son don de soi, en vivant pour Dieu, en ne préférant rien à Dieu et en transformant ainsi l'humanité, le social, la politique et le politique. Ce nom indique les grands astres du renouveau dont nous avons besoin. La croix comme sublime symbole du don de soi, le livre comme signe de culture, la charrue comme nécessité de prendre soin de soi en prenant soin de la terre. Ce nom bien connu dans notre spiritualité ici est reconnu pour chasser les démons. Certains peut-être parmi vous en portent les signes relatifs à ce saint, la croix. À vous de la 2e promotion, je propose, vous vous en doutez, la figure de Saint Benoît, Père de l'Europe, pour qu'il chasse effectivement en nous les puissants démons du renfermement, de l'exclusion, de l'individualisme ennemi de la croix. Qu'il chasse en nous les démons de l'ignorance, de l'analphabétisme religieux, social, de l'inculture humaine, opposée à la culture du livre. Qu'il chasse en nous les démons de l'habitude, du « on a toujours fait ainsi », du refus du progrès, de la paresse de l'invention, contraire à l'invention de la charrue. Nous sommes encore à la roue. Depuis quelques semaines, la Société de gestion des marchés autonomes, la SOGEMA, fait circuler un communiqué relatif à une nouvelle attribution des espaces marchands. Une information qui crée des remue-ménages dans la communauté des usagers. La rédaction de ESAE TV s'est rapprochée du directeur général de la SOGEMA qui a expliqué les raisons qui l'ont conduit à la prise de cette décision. Il est au micro de Carles Kitome. Dans une décision, nous avons demandé à tous ceux qui sont victimes de sous-location, c'est-à-dire que les sous-locataires, nous leur demandons de se rendre à la SOGEMA pour qu'on puisse formaliser l'emplacement en leur faveur. Parce que vous savez, vous exploitez l'emplacement, mais votre nom n'est pas sur l'emplacement. Ça veut dire que le jour où on va vouloir déplacer le marché, vous qui êtes commerçant, vous n'allez pas retrouver votre nom dans le nouveau marché. Et c'est toujours votre soi-disant propriétaire qui va encore se retrouver là-bas. Donc vous allez vous retrouver encore dans l'ancienne position, c'est-à-dire la position du départ. Et vous allez toujours vous retrouver sous-locataire tout le temps. Alors que l'État, c'est pour favoriser les choses aux dames. C'est pour faciliter le commerce aux dames que l'État a mis en place ce système pour que les dames payent moins afin de bénéficier donc du fruit de leurs efforts. Mais il y en a qui en profitent et qui, ça je peux le dire, hein, parce que ça se passait avec la complicité des agents de la SOGEMA. Ça se passait avec la complicité des agents de la SOGEMA. Et donc on profite donc des situations pour se faire attribuer plusieurs emplacements. Sinon, normalement, un usager a droit à un emplacement. Un usager a droit à une boutique. Un usager a droit à un magasin. Mais qu'est-ce qu'on constate? L'usager prend le magasin, elle prend la boutique au nom de son enfant, elle prend l'emplacement au nom peut-être de son mari, etc., etc. Donc voilà ce qu'on constate et au finish, tous ces emplacements, on les met en sous-location. Et donc nous avons dit, cette fois-ci, nous allons siffler la fin de cette récréation.
Et tout contrevenant sera exposé aux rigueurs de la loi. Après ces explications, le directeur général de la SOGEMA, Arma Gansé, a exposé l'objectif de cette décision. Donc on ne peut pas comprendre qu'un commerçant puisse exercer à Dantokba et ne pas être en mesure de payer 100 francs par jour. Puisque nos tickets ambulants sont à 1000 francs le mois. Les tickets assises sont à 2000 francs le mois. Les commerçants qui font de bons chiffres d'affaires payent environ 200 à 300 francs par jour pour la SOGEMA. Les commerçants et commerçantes ont profité de nos prix dérisoires pour pouvoir se faire attribuer plusieurs emplacements. Un commerçant peut se faire attribuer 15, 20, 30 emplacements dans le marché. Et en retour, ils en sous-louent alors que la réglementation relative à l'attribution de l'emplacement interdit formellement les sous-locations. Mais étant donné que, de par le passé, les tests n'ont été jamais appliqués, les gens ont profité donc de cette brèche de la SOGEMA pour pouvoir organiser un business autour donc de la question. L'autre chose, il s'agit de la cession des emplacements. Vous n'avez pas à savoir que la SOGEMA exploite un domaine public. C'est l'État qui a mis à la disposition de la SOGEMA les marchés à gérer. Et donc ces marchés sont sur des domaines publics. Donc le domaine public n'est pas à vendre. Il est inaliénable. Mais les gens profitent toujours de l'absence de SOGEMA pour se livrer à ces genres donc, de pratiques. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Les gens profitent donc de cette faiblesse de la SOGEMA pour vendre les emplacements. Un emplacement qu'on vous a attribué à un coût dérisoire, à un prix dérisoire, vous le vendez à 5 millions, 6 millions, 10 millions, voire 30 millions. Pendant ce temps, la SOGEMA, qui est censée de recouvrer juste 4 000 francs par mois sur ce domaine, n'arrive pas à opérer. Pour mettre fin à ça, puisque à un moment donné, il faut siffler la fin de cette récréation. La récréation a tellement duré, c'est un business pour les gens. Vous savez du moins, nous sommes ici et les gens commettent des agences immobilières qui viennent opérer en lieu plat de la SOGEMA. Je m'explique. Lorsque vous avez 10 emplacements et que vous ne voulez pas venir au marché pour recouvrer, vous envoyez les agences immobilières qui viennent recouvrer en lieu et place de la SOGEMA et en votre faveur. Et l'article 121 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au commerce général est clair là-dessus. La sous-location est formellement interdite. Les militants du Front d'action pour la continuité, FAC, ont effectué leur entrée politique ce week-end à Sakété, une commune du département du Plateau. Cette rencontre a été l'occasion pour Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, et les délégués venus des 12 départements du Bénin de définir les stratégies pour une campagne réussie lors de la présidentielle d'avril prochain. Au cours des travaux, les militants et militantes du FAC se sont fixés 2 défis majeurs. Il s'agit d'une part d'assurer un taux de participation d'au moins 70% à l'élection présidentielle du 11 avril prochain et d'œuvrer aux côtés de leur candidat, le président Patrice Talon, d'autre part. À la veille de la présidentielle du 11 avril prochain, l'association des fidèles auditeurs du groupe de presse La Gazette du Golfe se sont réunis en assemblée générale élective le dimanche 31 janvier 2021 au Kodiam. Le bureau entrant a pris l'engagement de travailler à redorer les blasons de l'Assemblée des médias béninois face à l'influence des réseaux sociaux et médias étrangers qui
qui leur ravent la vedette. Carles Kitomé a pris part à cette assemblée générale. Voici son compte rendu. Les textes fondamentaux de l'APAS, l'acte de naissance de l'APAS et le cachet de l'APAS, pour qu'il sache qu'à partir d'aujourd'hui, il a le commandement de l'APAS. Je place donc mon mandat sous le signe de la complicité interne pour donner une nouvelle vie à notre association et aux médias béninois pour le développement de notre cher et beau pays du Bénin. Hamanou Badamassi a transmis les commandes de la phase 3G à Alban Salakor ce dimanche 31 janvier 2021 au Codiam de Cotonou. Le président entrant, conscient de l'enjeu, prête oreille au conseil de son prédécesseur. Monsieur le Président Alban Salakor, permettez-moi de vous adresser toutes mes félicitations pour votre brillante élection à la tête de l'Association des fidèles amis et sympathisants du groupe de presse La Gazette du Golfe. Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre parce que je sais que vous étiez au début avec nous jusqu'à ce jour. Vous êtes parmi ceux qui peuvent taper du poing sur la poitrine et dire « J'ai vu naître la phase 3G ». Vous connaissez les principes fondamentaux de l'autre association. Je vous invite à ne pas dévier l'association de ses objectifs. Le président Alban Salakor énonce d'entrée les défis auxquels son bureau et lui seront confrontés. Ce mandat doit permettre à notre association de faire peau neuve et de relever des défis du moment. Les contextes ont changé et nous devons nous adapter. L'environnement médiatique a évolué. Avec l'avènement de plusieurs médias concurrents au groupe de presse que nous accompagnons, les émissions qui nous faisaient la part belle ont pratiquement disparu de la grille des programmes sans que nous ne soyons en mesure d'émettre des idées pour notre visibilité. Les propositions alléchantes ont été faites. Des propositions également ont attiré certains de nos membres qui se font aujourd'hui fidèles ailleurs. L'Internet a affecté l'audience de toutes les radios et les télévisions. Canal+, les abonnements satellitaires détournent l'audience aujourd'hui. Toutes ces réalités sont des défis que notre association doit relever en procédant au rappel des troupes et en innovant de notre façon à redorer aujourd'hui le blason de celui de la presse locale, ce qui fait notre raison d'être. Cette association se doit aujourd'hui de mener le combat pour redorer le blason de la presse béninoise et non plus d'une seule chaîne. Spiritualité dans cette édition. Le bon Dieu, aussi miséricordieux qu'il soit, ne peut créer de mauvais jours. Selon Maître Heihazel, tous les jours sont bons, aucun n'est mauvais, c'est comme le couteau, cela dépend de l'utilisation que l'on en fait. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Faisan. En fait, quand on parle de faisan, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit bonjour, mauvais jour. Alors, la première question qu'on pourrait se poser est celle-ci. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, pourquoi devrait-il créer de mauvais jours? Et chaque fois que je vais aborder ce terme-là, je pose une question. Le couteau est-il bon ou mauvais? Généralement, quelle est la réponse que je reçois? Pour certains, le couteau est bon. Pour d'autres, le couteau est mauvais. Là, je rigole et je dis, personne n'a raison. Puisque, en réalité, le couteau n'est ni bon, ni mauvais. Le couteau est tout simplement neutre. C'est plutôt celui qui fera usage du couteau qui sera bon ou mauvais, puisqu'il va s'en servir alors pour faire du bien ou pour faire du mal. Donc, en réalité, ce n'est pas le couteau même qui va faire quelque chose. Donc, le couteau est neutre. Il y en a de même exactement pour cette histoire de bons jours et de mauvais jours. Aucun jour n'est bon. Aucun jour
n'est mauvais. Il nous revient, à nous les hommes, créés à l'image de Dieu, donc très puissant. Ok? Il nous revient donc de faire de notre journée une bonne journée ou d'en faire une mauvaise journée. C'est de ça qu'il est question en réalité. C'est vrai que nos aïeux, nos grands-papas ont eu à subir, à affronter la nature, à vivre des événements heureux comme malheureux. Et de par leurs expériences d'entre-temps, ils ont eu donc à déterminer certains jours. Vous voyez bien, on parlera par exemple des 9 jours de faisans, parce qu'ils ont eu à créer 9 jours. Puisqu'ils ont vu qu'à un moment donné, ils étaient confrontés au problème de maladie. Vous voyez? Et là, ils ont peut-être eu recours à un vaudou pour avoir la guérison. Vous voyez? Ainsi de suite. C'est là que vous allez, ou bien ils ont eu recours peut-être au phare pour comprendre certaines réalités. C'est alors qu'ils vont définir donc certains moments qu'ils vont appeler jour. Phare, argent, rein, ya, vous voyez, faux. Bon, voilà à peu près bien. Vous savez, entre-temps, la conscience humaine n'était pas encore très évoluée. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à l'ère du Verseau. La conscience a beaucoup évolué et la vérité qui était cachée donc, commence par se faire prévaloir. Donc, et quand vous prenez par exemple ceux qui parlent des 45 mauvais jours de l'année, par exemple, ben, demandez-leur d'où est-ce que ça vient. On dira peut-être que Dieu s'est fâché à un moment donné pour punir toute une région, fait périr la région peut-être avec de l'eau ou bien avec du feu. Vous voyez, la question qu'on peut encore se poser est que est-ce que Dieu se fâche? Mais pourquoi se fâcherait-il? Bon, en réalité, Dieu ne se fâche pas. Ça, c'est encore notre débat. Vous voyez, et il vient des moments où un jour qui est phare, donc supposé bon jour, dans les 45 mauvais jours de l'année, ce jour va se révéler mauvais. Maintenant, on va rester de quel côté? C'est-à-dire le même jour est révélé par le phare, bon, et le même jour est révélé par la Bible, mauvais. Alors que c'est le même jour. En réalité, je vous le répète, aucun jour n'est bon, aucun jour n'est mauvais. Mais l'homme que nous sommes, créés à l'image de Dieu, nous avons la possibilité de faire de notre journée une bonne journée ou d'en faire une mauvaise journée. À présent, la page sport pour mettre un thème à cette édition. Les Lions de l'Atlas du Maroc, version locale, ont gravé ce dimanche leur nom dans les annales du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Les Marocains ont réalisé un doublé historique en dominant les Aigles locaux du Mali 2-0 en finale du CHAN Cameroun 2021. C'est la première fois de l'histoire qu'une équipe remporte la compétition, 2 éditions consécutives. Au palmarès, le Maroc vient à hauteur de la RDC avec 2 tirs. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.